Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Le peuple du Hirak s'est réapproprié le 8 mai 45. En effet, une partie du peuple algérien s'est retrouvée dans cette ville martyre du 8 mai 45, tout comme Strif et Guelma. Le peuple algérien a décidé de reprendre son histoire en ne laissant aucune manœuvre possible au système pour jouer encore de la division, de la manipulation et du mensonge au profit de l'oligarchie militaire et civile. Ce fonds de commerce qu'ils utilisent est en faillite, tout comme toutes les politiques qu'ils ont menées en faisant du peuple algérien si fier un peuple soumis. Tout ça est du passé car les Algériens ont décidé souverainement à reprendre leur destin en main en se réappropriant son histoire, ses symboles et reprendre son pouvoir constituant afin de bâtir un État démocratique et social. Kharata est sans doute le début d'un paradigme nouveau, d'une lutte que l'intelligence collective doit amorcer. Le pouvoir, quant à lui, s'enferme dans une logique d'affrontement, n'ayant que la répression à opposer aux exigences pacifiques du Hirak. Toutes les strates de la société qui sont dans la rue obéissent à un agenda étranger en vue de déstabiliser le pays. Cela relève d'un mauvais théâtre de boulevard. Les journalistes, les étudiants, les postiers, la protection civile, en attendant les enseignants et tous les corporatismes sont à la solde de puissances ennemies que le pouvoir évite soigneusement de nommer, faisant passer le peuple algérien pour un ensemble imbécile, capable de gober toutes les âneries que le pouvoir veut lui faire ingérer. Jamais dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, le peuple n'a été aussi politisé, mûr et capable de retrouver toute son unité. Et il le démontre chaque semaine et bientôt, chaque jour, en accentuant sa révolution. La violente répression que subissent les militants du Hirak acte votre incapacité à analyser la situation réelle du pays, votre manque de lucidité et de courage qui pourrait vous entraîner à sortir la troupe et réprimer à grande échelle signera votre perte absolue. Le pays, le peuple, malgré votre aveuglement, ne vous laissera pas faire. Je finirai avec cette citation de Gandhi et là, j'ouvre la parenthèse. Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a eu dans ce monde des tyrans et des assassins. Et pendant un moment, ils peuvent sembler invincibles. Mais à la fin, ils tombent toujours.
Algérie, le régime veut-il interdire le Hirak? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Madame Farida Hamidi, psychologue clinicienne. Elle sera avec nous depuis Paris via Skype. Et aussi Monsieur Qaddour Chouicha, syndicaliste militant des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Oran. Montassar Abdroum, journaliste et historien, qui sera avec nous depuis Alger. Maître Zoubida Assou, l'avocate présidente de l'UCP. Elle sera aussi avec nous depuis Alger. Nourdine, professeur Nourdine Aoussat, écrivain et académicien. Il sera avec nous depuis Paris. On a avec nous Madame Farida Hamidi, on me dit, et Monsieur Qaddour Chouicha. Madame Farida Hamidi, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir, Si Qaddour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Assalamu alaikum wa ala kull al-mutafarrijin wa al-mutafarrijat. Alaykoum salam. Marhaba bik, Si Qaddour. Farida Hamidi, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu sur la journée d'hier, le 8 mai 45, une journée historique, mais aussi que le régime et le pouvoir souvent utilisent ces mémoires, si on peut dire, historiques assez fins, politiques. Et là, bien sûr, on revient sur le message du président Majid Tebboune, qu'il dit que cette journée historique a été la révélation qui a empli les cœurs de la foi, ont le devoir de sacrifice et de combat, et la lumière qui a éclairé la voie vers l'affranchissement de la liberté et de l'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez, Farida Hamidi? Écoutez, je n'ai pas suivi ce qu'a dit Tebboune. Je ne suis plus du tout ce qu'il dit. J'ai suivi la journée d'hier, par contre, à Kharrata même. Avec les gens qui étaient sur place. Donc, j'ai suivi les manifestations. Qaddour Chouicha, si on revient un peu sur le message de Majid Tebboune, qui coïncide bien sûr avec l'occasion de la célébration de la journée du 8 mai, il a dans son message, il dit que le message sacré laissé par nos chouhada, qui par leur sang pur ont balisé le chemin de la liberté, requiert de nous de resserrer les rangs et de nous tourner tous vers l'avenir pour permettre aux enfants de l'Algérie, filles et fils, de constituer une énergie intégrée et une force unie et d'être pleinement préparés et confiants à gagner les paris. On se demande donc de quelle Algérie il parle, Abdelmajid Tebboune Qaddour Chouicha. Je pense que ce qu'il dit, nous pouvons l'utiliser dans le sens où ceux et celles qui participent au Hirak sont unis. Et sont unis pour un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc nous sommes réellement dans cet état d'esprit d'une union, d'une solidarité pour construire un avenir radieux pour ce pays. Jusqu'à présent, l'histoire de l'Algérie a été retenue en otage par ce pouvoir. Et nous entrons le discours, mais qui est conforme dans la réalité, c'est-à-dire que nous voulons une réelle indépendance pour le peuple algérien. Nous voulons assurer à la jeunesse algérienne un avenir au sein même de leur pays pour qu'ils ne pensent plus à fuir ce pays et qu'au contraire, ils se disent nous devons participer avec tout le monde à construire ce pays à notre profit et au profit de nos enfants, conformément aux idéaux de ceux et celles qui ont donné leur vie pour ce projet. Donc je pense que nous, ce que nous voulons, c'est conforter ce projet et le pratiquer. Alors que l'histoire de l'Algérie était toujours une histoire de parler d'histoire, mais ne rien faire en réalité qui soit conforme aux idéaux de novembre 54. Mais aussi, eux aussi, Qaddour Chouicha, ils sont dans cette logique. Pour eux, ils sont en train de construire cette nouvelle Algérie dont ils ont parlé
Et pour eux, donc, ces élections qui vont venir, c'est toujours dans la même logique, la construction de la nouvelle Algérie. Et il parle aussi, il dit que la valorisation de la mémoire et sa transmission à la jeunesse de l'Algérie indépendante est le meilleur gage pour l'immunisation de la nation et le renforcement de son lien à la patrie. Là, on se pose la question, bien sûr, cette mémoire, certes, le peuple l'a réappropriée, mais le régime essaie toujours d'utiliser donc ces symboles historiques, ces dates historiques, pour, si on peut dire, son gain politique. De toute façon, je n'aime pas beaucoup le mot l'Algérie nouvelle, puisque cette Algérie nouvelle ressemble beaucoup à l'Algérie qui a prévalu jusqu'à présent, où on nous a toujours parlé d'élections pour réanimer l'espoir. C'est une Algérie, en fait, qui est ancienne, qui est même très vieille, et qui, dans lequel on a toujours utilisé le même discours. Mais moi, ce que je disais, c'est-à-dire que non seulement on va parler, on va se réapproprier notre histoire, mais on va la pratiquer en lui donnant un sens, en lui donnant une application concrète dans la vie de ce pays. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une union entre eux pour s'accaparer encore plus le pays. Parce que je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, il y a une grande différence entre l'aimer de l'Algérie au sens où on aime sa rente, on aime ses privilèges, on aime les droits qu'on se donne, et la différence avec aimer le peuple algérien au sens où on doit rétablir le peuple algérien dans ses droits. Je pense qu'il y a une différence énorme. Certains dans le pouvoir aiment, ceux qui font partie du pouvoir, aiment l'Algérie au sens où ils se sont accaparés de ce pays, de ses richesses, et qui n'ont laissé que des miettes à sa population. Et je pense que les Hirak et ceux qui sont à l'intérieur aiment le peuple algérien, au lieu de, pas simplement l'Algérie, mais aiment le peuple algérien au sens où ils savent que si le peuple algérien ne vit pas mieux, ne vit pas en étant dans une société apaisée, on n'a rien fait. On a même été contre les idéaux de novembre 54. C'est pourquoi les gens maintenant qui sortent veulent pratiquer, veulent faire en sorte qu'il y ait réellement quelque chose de nouveau pour le peuple algérien, pas simplement pour une partie de la classe que je dirais même pas politique en Algérie, c'est pas une classe politique, une classe de prédateurs. Très bien. Farida Hamidi, si on revient un peu aussi dans ce communiqué, il parle de la relation algéro-française et il dit que ces relations avec la République française ne sauraient exister en dehors de l'histoire et du traitement des dossiers de la mémoire, qui ne sauraient faire l'objet d'aucune renonciation et des chantiers restent ouverts, comme pour la poursuite du rapatriement des crânes de nos valeureux chouhadas. Beaucoup se posent la question parce que en première partie, quand on a vu les crânes arriver des chouhadas en Algérie, le régime avait utilisé un peu cette histoire, si on peut dire, ce rapatriement des crânes. Mais en première partie, il n'y a eu jamais de demande du côté des Algériens pour rapatrier donc ces crânes. C'est toujours la manipulation de l'opinion publique en utilisant l'histoire de la Révolution, de la relation de l'Algérie à la France, ou plutôt de la France à l'Algérie. Voilà. Nous on reprend les crânes des chouhadas, ils jouent là-dessus, mais on aimerait bien savoir ce qui sort de l'Algérie et qui va en direction de la France aussi. Voilà. La question de mémoire est toujours liée donc la question de la relation algéro-française à cette mémoire, aux mémoires historiques bien sûr, mais aussi juste avant ces élections. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manœuvre aussi du régime ou du pouvoir à utiliser l'histoire, encore une fois,
pour des manœuvres électorales. Il joue sur la fibre des nationalistes. On l'a vu auparavant avec les Badissia Novembaria. Qu'est-ce que vous en pensez, Khadour Chouich? Je pense que c'est des recettes qui ont été utilisées depuis très longtemps, mais ils ont usé et abusé des mêmes recettes. Ce qui fait que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. En plus, nous sommes dans une autre optique. Les mondes du Hirak, ceux qui sortent, sont dans une autre optique. Ils savent qu'on ne peut pas discuter avec la France si on n'a pas de réels représentants de l'Algérie. C'est-à-dire, disent au peuple, nous sommes là pour régler ces problèmes. Et que le peuple va suivre et surveiller, et que si jamais ils ne respectent pas leur engagement, le peuple va leur dire, nous n'avons pas besoin de vous, vous aussi. Nous devons avoir des représentants qui sont là pour assurer un avenir radieux à la jeunesse algérienne. Très bien. Reste avec nous, Khadour Chouicha. On a été rejoint par Sinourdine Aoussat, écrivain et académicien depuis Paris. Sinourdine Aoussat, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, Sénateur, marhaba bik, toi aussi. Merci. Sahit Ramadan, Sinourdine. Merci beaucoup. Sinourdine, si on revient un peu sur la journée d'hier, on a vu bien sûr ce rassemblement à Kharrata pour commémorer donc le 8 mai 45, mais aussi dans l'esprit du Hirak Nourdine Aoussat. Et de l'autre côté, on a vu des communiqués aussi de la présidence qui parlent donc de conditionner la relation algéro-française au dossier de la mémoire des crânes de Chouhadar Birhamhoum à quelques semaines des élections. Qu'est-ce que vous en pensez, Nourdine Aoussat? Moi, ce que je pense de tout cela, je commence par la fin. Donc, cette question des crânes et de la mémoire, de l'Algérie, ce sont les gouvernants, ce sont ce pouvoir, ces hommes et quelques très rares femmes de ce pouvoir qui n'ont jamais rien fait. Et il suffit de se remémorer, il suffit juste de penser à cette déclaration qu'a faite le responsable des archives nationales, disant que si les archives seront ouvertes, ce sera une catastrophe, que l'Algérie ait peur de sa mémoire, que l'Algérie ait peur de ses archives, c'est le comble, je dirais, de la preuve que ces pouvoirs-là n'ont que faire de cette mémoire. Le 8 mai 45, depuis la création de la malheureuse à cette preuve, mais nous, on veut toujours, avec seulement des déclarations, avec seulement de la fanfaronnade, ramener la France à reconnaître ses torts, alors qu'il y a lieu de le faire parce que il y a des témoignages énormes. Les représentants des Alliés étaient présents en Algérie le 8 mai 45, ils n'étaient pas encore repartis chez eux, les représentants d'Angleterre, les représentants de la 45, mais malheureusement l'Algérie n'a pas exploité toutes ces preuves, tous ces, je dirais, ces éléments, toutes ces, comment dirait, ces pièces tangibles pour acculer la France. Donc on arrête un peu de agiter à chaque fois la mémoire, les crânes qui sont des causes légitimes, mais qui sont malheureusement délégitimées et vidées de leur sens par ce pouvoir qui n'en fait que, je dirais, un épouvantail. Comment vous avez lu, Nourdine Aoussat, le rassemblement d'hier à Kharrata? On a vu des milliers d'Algériens donc se rassembler pour commémorer cette occasion. Est-ce que vous pensez que c'est un signe fort du peuple algérien, du Hirak en particulier, de dire que cette histoire nous appartient? Oui, le Hirak, de toutes les manières, depuis son début, depuis, je dirais, le printemps 2019, il n'a cessé de montrer à travers, en brandissant
les portraits des shuhada, en brandissant les portraits des hommes et femmes qui ont fait le nationalisme algérien, et ils continuent à le faire, surtout à des occasions bien précises, 1er novembre, 5 juillet, 20 août, etc. Le peuple du Hirak, il a renoué avec son histoire, il a réécrit l'histoire, c'est-à-dire ce pouvoir qui a en quelque sorte coupé, qui a fait un écran, qui a brandi, qui a construit un écran de fumée et un mur entre les Algériens et leur mémoire, en faisant oublier quelques personnalités, ou bien juste en donnant des noms de terrains, de stades ou de rues ou de marchés comme le colonel Mellah. On a entendu, on se souvient de son épouse qui se plaignait. Elle a dit pour quelle raison on donne un nom de marché, le marché Colosel, qu'ils ont rebaptisé en colonel Mellah. Elle a dit mon mari n'était pas un vendeur de batata pour qu'on lui donne un nom de marché. Donc, ce pouvoir qui a occulté l'histoire, le Hirak a repris cette histoire. Toutes les semaines, depuis le printemps 2019, on voit les portraits de ces shuhada, de ces héros de la révolution, de la guerre de libération. Et donc, en cela, le Hirak s'est approprié pleinement et totalement l'histoire du nationalisme algérien. Maintenant, par rapport au 8 mai 45, bien sûr qu'il soit célébré par les gens du Hirak, c'est que, je dirais, une chose normale, tout à fait normale, mais le 8 mai 45 par rapport au 22 février 2019, si je puis dire, le 8 mai 45 par rapport au 1er novembre 54 et pour le 22 février 2019, c'est du passé, ça y est, c'était avril 2001, c'était 92, c'était avril 80, c'était là le 8 mai 45 pour le Hirak. C'est-à-dire que le Hirak est arrivé à là où était arrivé le 1er novembre en 54. C'est que je dirais, je salue ce rassemblement. Maintenant, pour son autre aspect par rapport à l'organisation, c'est une autre question. Très bien. Reste avec nous, Nourdine Aoussat. Falida Hamidi, si on revient un peu sur la situation et on peut faire aussi le parallèle par rapport donc à cette date historique du mai 45, des luttes, des sacrifices, mais aussi la situation actuelle politique que vit notre pays par cette révolution pacifique, le Hirak. Et on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, de la répression, de la violence, des arrestations des militants politiques jetés en prison. Et là, bien sûr, en préparant cette émission, un communiqué du ministère de l'Intérieur qui veut interdire, et là on se pose la question, les marches du Hirak. Là, bien sûr, il demande aux Hirakistes d'avoir donc une autorisation avant chaque marche. Votre lecture très rapidement, votre sentiment, Falida Hamid. En fait, pour commencer, je ne parle pas de politique parce qu'il n'y a pas un agenda politique. Hein. Surtout depuis quelque temps, on voit qu'il y a un agenda de répression. Ce qui est en train de se passer depuis quelque temps, je ne pense pas que ça soit des faits isolés. C'est ce qu'ils veulent faire croire. C'est pas les comportements d'une personne ou de deux personnes. Ce sont des comportements, il me semble, qui ont été enseignés. C'est des comportements psychopathiques, ce qui rend très dangereux ces personnes-là. C'est eux hein, qui sont dangereux d'utiliser des méthodes pareilles. Et donc cette répression-là, ça fait quelque temps qu'on voit que c'est systématique en fait, et c'est systématisé aussi. Donc quelque chose qui est mumanhaja. Donc c'est quelque chose qui est organisé dans le temps et c'est pour ça que je parle d'un agenda de répression. C'est préparé. Donc depuis l'arrestation, depuis l'affaire de bien avant, hein, toutes les personnes qui ont été arrêtées, toutes les personnes qui ont été torturées, toutes les révélations qui ont été faites. Donc le crescendo, en fait, il me semble que ça a commencé avec l'affaire
Saïd Chitouane. Voilà, suite à ça, les 5 jeunes qui ont été emprisonnés, lui-même qui a été placé par la suite et séparé de sa mère après avoir subi, bien sûr, des attouchements sexuels que les jeunes ont révélés. Donc, par la suite, on voit la répression féroce les mardis contre les étudiants, pour arriver ce vendredi-là où l'intelligence collective a fait que ça a été déjoué, ils ont changé d'itinéraire, donc ils ont été comme des abrutis, ceux qui ont l'habitude de les réprimer à Audin, et ça n'a pas... C'est insupportable, et c'est pour ça qu'ils ont sorti ce bayan-là, et ce bayan-là, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? De quel droit? On est sur des territoires occupés, ils n'ont aucune légitimité, et ils demandent à un peuple qui est légitime, qui sort pour revendiquer ses droits les plus élémentaires, de demander une autorisation de manifester, parce que s'il avait fait l'autorisation de manifester avant ce vendredi-là, il l'aurait eu. S'il n'y avait pas de répression aussi féroce, en fait, justement pour mettre fin au Hirak, le mouvement qui les dérange le plus, ils auraient, les gens n'auraient jamais changé d'itinéraire, en fait. Les gens ont changé d'itinéraire. Stratégiquement, on est dans une révolution. On n'est pas dans un cadre, on n'est pas dans un contexte politique normal. ما احناش في حياة سياسية عادية في الجزائر باش نروح نطلب رخصة pour manifester. On est dans une révolution. Une révolution, je prends ma liberté, je ne la demande pas. Parce que c'est un mouvement pacifique depuis que ça a commencé. Les seuls sauvages qui sautent sur les gens, qui frappent les gens. D'ailleurs, l'image de ce monsieur, qui a 61 ans, qui s'est fait frapper par un groupe de barbares. Kamal Bourmed, qui est sorti d'ailleurs, c'est pas un hasard, il a déjà un neveu en prison, il est sorti Fal Hirak parce qu'il sait ce que c'est que l'injustice subie de ces gens qui sont illégitimes. Donc en fait, pour faire passer des élections illégitimes, pour de manière illégitime, on demande l'autorisation de sortir, sinon, c'est ce qui s'est passé. Moi, le geste que ce type-là faisait en se mordant la langue, en fait, et en frappant le monsieur, je pense pas que ça soit un comportement isolé. Vous savez, ce genre de geste en psychologie, ça traduit, parce que les gestes, comme on dit, les actes parlent beaucoup plus que la parole, ça traduit une haine profonde. Et cette haine-là, comment il l'a cultivée, ce monsieur-là? Si on lui a pas fait à lui le lavage de cerveau, en fait, il parle de Ayad et Kharijia, c'est eux les pires ennemis de l'Algérie, en fait, c'est eux. Parce que pour conditionner des gens à de tels actes de barbarie qui sont insoutenables aux yeux des gens, je n'ai pas pu regarder la vidéo tellement elle était violente, en fait. On parle de quelle légitimité, en fait, pour demander l'autorisation? Bien sûr. Il faut rappeler juste, Farida Hamidi, d'abord vous êtes psychologue, mais aussi il faut rappeler que Kamal Bourmed était un ex-entraîneur de l'équipe nationale du vélo, je pense. Voilà, donc vous voyez ce qu'on fait des gens qui ont des caféettes, qui ont des qualifications, qui sont des sportifs, qui ont des diplômes. Les bateaux de la mort, ils sont pleins toutes les semaines, en fait. Les jeunes partent et tout le monde part. Là maintenant, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on a des gens de tous les âges et des gens de toutes catégories sociales. Et c'est ce qu'il faut qu'on ait dans la rue, en fait. Tout le monde est concerné, parce que si vous voulez, quand il pousse justement la question les islamistes, les islamistes, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il parlait du MAC, Alors, depuis le début de la révolution, moi je vois que en prison, et les gens qui ont été torturés, les gens qui ont subi la répression, c'est de toute mouvance, toute idéologie, toute catégorie sociale et tous les âges. Donc, on ne peut pas on va pas se faire avoir par ça, en fait. On va pas se faire avoir par ça. Voilà, quand vous voyez Khaled Drarni qui couvrait en tant que journaliste les manifestations, qu'est-ce qu'il a d'islamiste, Khaled Drarni? Voilà, quand vous voyez les jeunes Tajadid, Souhaib de Paris, voilà, je suis désolée, mais ce mensonge-là, c'est devenu flagrant et insupportable. Et bien sûr qu'on va sortir, bien sûr. On n'est pas dans des territoires occupés. Restez avec nous, Farida Hamidi. On a parlé bien sûr la première partie de cette émission de la journée historique du 8 mai 45, mais aussi des sacrifices du peuple algérien.
pour arriver à cette indépendance et à la liberté. Mais en 2021, on parle toujours on entend des slogans dans le Hirak qui parlent de istiqlal, donc d'une indépendance inachevée, si on peut dire. Maintenant, quand on lit le communiqué du ministère de l'Intérieur qui veut, si on peut dire, qui veut interdire les marches du Hirak, parce qu'il demande, il est important de déclarer la tenue d'une marche par les organisateurs avec leur nom, leur début et de la fin, donc des marches, de l'itinéraire aussi, ainsi que les slogans scandés. Qadour Chouicha. Je pense qu'il faut être clair, c'est-à-dire que nous devons d'abord passer par un bilan. Quand on regarde un peu depuis février 2019, il y a eu des milliers de procès contre les hirakistes, femmes et hommes. Il y a eu des centaines d'emprisonnés qui sont passés par la case prison. Je sais que des fois on parle de 70 prisonniers emprisonnés, mais quand on fait le bilan comptable de tous ceux qui sont passés par la case prison, il y a eu des centaines d'Algériens et d'Algériennes qui sont passés par la case prison. Lorsqu'on fait le bilan comptable des mauvais traitements, de la torture, des attouchements sexuels, ça a toujours existé. Malgré cela, le Hirak a tenu, les marches sont tenues. Donc maintenant, il est sûr que plus on se rapprochera de la date des élections du 12 juin, plus la répression sera énorme. Pourquoi? Parce que justement, ce pouvoir a besoin de dire au niveau international que j'ai pu faire des élections sans qu'il y ait eu des troubles. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas que les gens acceptent ces élections, c'est que ces élections puissent se faire sans trouble pour pouvoir présenter ça au niveau international comme étant une victoire. Comme quoi, ça y est, nous avons réglé la question. Parce qu'ils ont vraiment peur que ce qui s'est passé pour les autres élections se répète, c'est-à-dire les gens dans la rue et pas de participation. Parce que même ici, même ceux qui les ont protégés leur diront vous n'avez rien pu faire, vous n'êtes pas capable, il vaut mieux changer. On ne peut pas travailler toujours avec la même équipe alors que cette équipe perd tout le temps. Donc voilà pourquoi je pense que tous les Algériens et Algériennes ont compris que la répression va augmenter. Maintenant, pour ce qui est de cette demande d'autorisation, c'est une preuve aussi concrète que ce pouvoir, même si il confectionne une loi un peu plus respectable, il ne l'appliquera jamais. Il a toujours fait ça. Parce que le problème qu'on a eu avec ce pouvoir, c'est que les lois ne sont pas du tout respectueuses, mais en plus, le peu de respect dans ces lois par rapport aux libertés n'est pas appliqué sur le terrain. Donc, le pouvoir vient de nous donner encore un exemple. Il disait il n'y a pas longtemps, la nouvelle constitution va vous permettre de faire des marches, des manifestations, simplement en déclarant. Maintenant, il montre qu'il ne respecte même pas cela, puisqu'il n'a même pas fait de réglementation concernant qu'est-ce que ça veut dire une déclaration. Est-ce que quand je vais dire, moi, dans le journal ou bien dans les réseaux sociaux, on va marcher, j'ai déclaré, tout simplement. Maintenant, graduellement, ils vont ajouter des conditions. Tu dois donner l'itinéraire. Tu dois même dire les slogans. C'est-à-dire, imaginez, je ne sais pas dans quel pays ça se passe, quand il y a des milliers de personnes ou bien des centaines de milliers qui sortent, vous devez, à l'avance, dire aux autorités quels sont les slogans qui vont être dits. C'est de la folie, c'est simplement de la folie, mais c'est tout simplement des écueils pour essayer d'expliquer ou bien de faire passer un peu la répression qui va en augmentant. Donc, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, que cette répression va aller en augmentant parce qu'il leur reste la carte des élections et ils veulent que les élections, au niveau international, plus ou moins, que ça passe et que ça soit accepté. Très bien. Reste avec nous,
Faddour Chouécha, reste avec nous. On a été rejoint par Maître Zoubida Assoul, qui est avocate, présidente de l'UCP. Elle est avec nous par téléphone depuis Alger. Maître Zoubida Assoul, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, bonsoir à vous et à vos invités. Maître Zoubida Assoul, si on revient un peu sur le communiqué du ministère de l'Intérieur. Donc, en préparant cette émission, le communiqué est tombé. Et ce communiqué, il parle qu'il est important de déclarer la tenue d'une marche par les organisateurs avec leur nom, l'heure du début et de la fin des marches hebdomadaires, l'itinéraire aussi, ainsi que les slogans scandés. D'après la même source, il a été constaté que les dernières marches hebdomadaires ont connu des dérapages dangereux, car elles ne prennent pas en considération la souffrance des citoyens qui sont dérangés, ainsi que l'atteinte à leur liberté, à travers le changement de l'itinéraire sous prétexte qu'ils sont libres de marcher dans n'importe quelle rue, ce qui est contraire à l'ordre public, ajoute le document. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Zoubida Assoul? Est-ce qu'on veut interdire le hirak? Je pense que la volonté de l'actuel chef de l'État et de son équipe, c'est effectivement de mettre fin au hirak. On l'a constaté d'abord à travers l'escalade de la répression qui a été utilisée contre les manifestants pacifiques, à la fois sur la violence utilisée contre les manifestants à la fin de chaque manifestation hebdomadaire, mais aussi à travers les présentations devant la justice, les poursuites pénales, les condamnations, etc. Donc, le temps a été donné à travers cette démarche-là qui a commencé déjà depuis quelques semaines. La deuxième des choses, moi, ce qui m'étonne, c'est que, vous savez, c'est un pouvoir vraiment incroyable parce que il y a une constitution qui vient d'être promulguée. Cette constitution, elle dit que d'abord que les marches pacifiques sont un droit garanti pour tous les citoyens et les citoyennes et que des réunions publiques et les manifestations sont faites sur simple déclaration. C'est vrai que cette nouvelle disposition existe dans la Constitution, sauf que le ministère de l'Intérieur a oublié que cette même Constitution, dans son article 225 des dispositions de transition, d'ailleurs c'est le dernier article, qui dit clairement que les lois qui existantes et surtout celles qui touchent pour nous, qui nous intéressent aux libertés individuelles et collectives, c'est que les lois existantes restent en vigueur et en attendant leur amendement ou leur abrogation pour leur mise en conformité avec les nouvelles dispositions de la nouvelle Constitution, et cela se fait dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable, ça peut être un an, comme ça peut être 10 ans, comme ça peut être jamais. Donc cette disposition, elle bloque totalement la Constitution. Elle la rend d'ailleurs inopérante et impossible à exécuter parce que toutes les lois, à la fois organiques et les lois ordinaires, doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions constitutionnelles, mais que le pouvoir ne veut pas donner un délai pour leur mise en conformité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, par exemple, je vais donner des exemples concrets. Cela veut dire que, par exemple, en ce qui concerne les libertés individuelles et collectives, notamment sur le mouvement associatif, surtout quand il s'agit des opposants, c'est l'actuelle loi qui a été faite sous l'égide de l'ancienne Constitution qui reste en vigueur. Ça veut dire qu'on revient à la loi 89, celle relative aux réunions publiques et rencontres publiques, qui est régie par une loi qui a été amendée en 91 par rapport au contexte de l'époque de 91, et c'est-à-dire tu restes tributaire de l'administration qui t'autorise ou pas. D'ailleurs, cette même loi, elle ne parle aucunement dans son article 5 d'une autorisation
mais elle parle d'une manière de déclarer devant l'autorité territorialement compétente et qu'on recevrait un récépissé, ce que les autorités des pouvoirs publics n'ont jamais respecté, n'ont jamais donné de récépissé, n'ont jamais respecté le délai qui est prévu par la loi de 72 heures avant la manifestation. Donc aujourd'hui, en conclusion, c'est que le pouvoir, quand il s'agit des libertés des citoyens, il utilise la Constitution, même si elle n'est pas encore exécutoire et efficace sur le terrain, puisqu'elle est tributaire des lois qui doivent être mises en conformité. Mais quand les lois sont dans l'intérêt du citoyen, on vous tire la Constitution, et quand les lois sont contre les intérêts des citoyens, on vous tire les lois actuelles qui sont toujours en vigueur. En fait, c'est un jeu, et l'arrière-pensée politique derrière tout ça, c'est d'arrêter le Hirak de toutes les manières, d'une manière avec l'escalade, comme je vous ai dit, de la répression, l'embarquement des citoyens. Tout à fait. Des arrestations, on avait aussi de la violence contre les hirakistes et même des personnes âgées, des femmes. Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, vient de pendre cette note qui est déjà en contradiction avec les lois qui sont en vigueur, c'est-à-dire la loi sur les manifestations publiques, la loi 89, mais aussi la loi sur les associations, sauf quand il s'agit des leurs, puisque on a bien vu les tonnes d'associations qui ont été créées sur simple déclaration pour préparer les législatives et qui sont avec le pouvoir, alors que la loi sur les associations ne parle pas de simple déclaration. Aussi, il faut rappeler, Maître Zoubida Assoul, que votre parti, vous-même aussi, vous étiez visé par le ministère de l'Intérieur. Ben, tout à fait, absolument. Non seulement on a été visé de manière tout à fait arbitraire et le ministère de l'Intérieur nous a envoyé une injonction d'organiser notre congrès sous quinzaine, ce que nous avons fait quand même, malgré la situation sanitaire qui prévaut, malgré les mesures décidées par le pouvoir lui-même. Mais nous l'avons fait, sauf que le ministère de l'Intérieur ne s'est pas arrêté à cela. Il a fait toutes les mesures d'intimidation à mon égard, moi, en tant que personne déjà, et puis à l'égard du parti, puisqu'ils ont même intenté des actions judiciaires devant le Conseil d'État pour dissoudre le parti, pour suspendre ses activités. Comment peut-on expliquer, Maître Zoubida Assoul, cette accentuation de la répression et aussi, si on peut dire, du tout sécuritaire? C'est d'abord la panique au niveau du pouvoir. Parce que vous savez, si le pouvoir était à l'aise, si le pouvoir était sûr de lui, si le pouvoir savait qu'il roulait sur du velours, et il n'aurait pas eu une attitude aussi violente, aussi répressive et aussi agressive vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis des gens du Hirak. Donc ça dénote d'abord une panique au niveau du pouvoir. La deuxième des choses, c'est que toutes les contradictions que nous vivons au sein même de ce pouvoir entre les différents clans, à travers les décisions contradictoires d'un ministre à un autre, d'un premier ministre à un chef de l'État, etc., mais aussi leur incapacité de faire face à toutes les revendications socio-professionnelles, les grèves. Vous avez bien vu que les enseignants ont annoncé aussi une grève de 3 jours. On a vu ce qui s'est passé avec la protection civile, les agents des pompiers, comment ils ont été malmenés, et que même alors que c'est un corps constitué qui fait partie, il est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, et ces gens-là sont sortis juste pour exprimer des revendications socio-professionnelles. Mais aujourd'hui, le pouvoir, carrément, il n'a pas autre chose à régler parce que... Mais aussi, Maître Zoubida Assoul, le ministère de l'Intérieur, parce que vous avez vous venez de parler aussi de cette grève des pompiers, le ministère de l'Intérieur, sa réponse était de dire que c'était un complot contre le pays.
Il a parlé qu'il a qualifié ce mouvement de protestation d'illégal et relevant d'un complot contre le pays, des allégations récurrentes qui visent également d'autres voix dissidentes en Algérie, ainsi que les médias privés. Pourquoi tout le temps parler des complots qui visent à déstabiliser l'Algérie quand il y a des demandes socio-professionnelles? Est-ce qu'on est arrivé à une situation où ce régime ne sait plus quoi faire ou ne sait plus comment gérer un pays, si on peut dire? D'abord, il ne gère rien. La première des choses, c'est que depuis que le chef de l'État actuel est arrivé au pouvoir, on ne gère plus rien. Il n'y a rien, on ne voit pas la gestion. Il ne reste que le tout sécuritaire, avec les couacs qu'il y a, avec les dépassements qu'il y a, etc. Mais de l'autre côté, vous savez, ils savent parfaitement, ils sont au fait que la révolte au sein de toutes les couches de la société, des corps constitués comme les pompiers, mais aussi des corps des enseignants, des médecins, des syndicalistes, etc., que la révolte a atteint son paroxysme ces jours-ci. Les gens n'arrivent plus à faire face pour nourrir leur famille avec toute la déperdition des emplois. Il y a des appréciations d'experts entre 500 000 emplois qui ont été perdus, mais il y a d'autres qui disent qu'il y a plus d'1 million, voire 1,5 million d'emplois qui ont été perdus, mais ces 1 million, ils nourrissent certainement plus de 5 millions de familles. En plus, vous avez les 5 millions de familles dont le chef de l'État lui-même en a parlé, qui touchent 30 000 dinars moins. Donc, ils n'arrivent plus à faire face ni à nourrir leur famille. Donc, ils savent parfaitement que la situation socio-économique est vraiment désastreuse. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste au lieu d'essayer de faire le dialogue, d'écouter les gens, d'essayer de trouver des solutions? Ils n'ont pas été capables de trouver les solutions. Donc, il leur reste une seule voie, c'est la voie de la répression, c'est la voie de l'interdiction. Comme ils n'ont pas pu gérer justement le rapatriement des Algériens qui sont à l'étranger bloqués et ceux qui sont ici qui veulent retourner à leur travail, qui ont perdu leur travail, eh ben c'est l'interdiction, c'est l'autorisation. On revient au totalitarisme d'un certain temps, d'une autre époque du XXe siècle, quoi. Donc aujourd'hui, c'est... Mais comment vous voyez les choses évoluer très rapidement, Maître Zoubida Assoul? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous allez préparer le ftour. Très rapidement, comment vous voyez les choses évoluer, Maître Zoubida Assoul, face bien sûr à un régime que vous venez de décrire, qu'il dénie, qui est dans le déni total de la situation, mais aussi à Hirak qui est déterminé à aller jusqu'au bout de cette révolution. Face à cette répression, face à ces arrestations, comment le peuple algérien doit se comporter? Non, le peuple doit rester toujours pacifique parce que la force de cette révolution, la force de ce Hirak, c'est son côté pacifique. La deuxième des choses, c'est de rester unis et d'éviter justement les guéguerres idéologiques, les guéguerres des individus et des égos des uns et des autres dans cette révolution, parce que les objectifs sont hautement plus noble que ce type de guerre, mais aussi maintenant, et moi je l'avais dit déjà en décembre 2019, il faudrait que le Hirak passe à une autre étape, en plus des marches pacifiques, parce qu'en fait, la révolution n'a pas que les marches pacifiques. Les marches pacifiques sont une forme d'expression de cette révolution, mais en fait, la révolution est dans les esprits et dans la détermination de la majorité des Algériens et des Algériennes qui subissent ce système depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, tout le monde est déterminé de continuer. On ne peut pas s'arrêter à si bon chemin. Et maintenant, effectivement, il va falloir trouver d'autres formes d'organisation et de concertation de manière à aller vers quelque chose de plus pratique, de plus concerté et de plus efficace aussi. Merci beaucoup, Maître Zoubida Assoul. Yatek Saha. Sahaf Tourek, Maître Zoubida Assoul, avocat et président de l'UCP qui était avec nous. Nourdine Afsat, je reviens à vous. Bien sûr, la situation sociale qui est très difficile. On a parlé donc des mouvements de grève de plusieurs secteurs. Le dernier
c'était bien sûr la protection civile. On a vu la violence qui a été exercée contre eux par les forces de l'ordre, mais aussi cette situation sociale qui était explosive, si on peut dire, face à une situation économique qui est très difficile, vraiment. Je pense que M. Zoubida Assoul, on a parlé un peu de cette situation difficile que vivent les Algériens. Bien entendu, ce n'est que, je dirais, que conséquence directe et automatique, je dirais, de cette gestion, de cette gouvernance. Donc ce pouvoir, bien entendu, il a échoué sur les aspects fondamentaux de l'État, à savoir la légitimité, la stabilité politique, la constitutionnalité au sens propre de ce pouvoir, de sa gouvernance, des institutions propres et légitimes. Il a échoué sur tout cela et bien entendu le corollaire, c'est cette crise sociale qui ne peut que s'accentuer et elle va encore crescendo. Parce que les réserves de change se sont taries maintenant ces dernières années, donc se sont évaporées totalement. Et maintenant, on va être tributaire que des maigres recettes des exportations, des hydrocarbures essentiellement. Et donc, ces maigres recettes-là ne vont pas pouvoir couvrir du tout la totalité des besoins financiers du pays. On parle d'un besoin de 21 milliards de dollars par année pour l'année, par exemple, cette année 2021. Alors que les rentrées des devises, on est à peine à 24 milliards et encore moins que ça. Donc je dirais que ces crises sociales, elles sont normales et heureusement que le peuple est endurant, il est résilient, il est comment dirais-je, il est dans l'espoir que les choses vont changer, sinon la situation aurait été plus explosive. Mais je dirais autre chose aussi, c'est Nassar, c'est que ce pouvoir-là, donc avec tout ce qu'il est en train de faire, donc comme répression, il est totalement à l'affolement, il est totalement dans l'emballement, il est totalement, je dirais, il perd pied. Et cette perte de pied, elle se remarque. Ceux qui suivent le pouvoir algérien le connaissent, l'analyse depuis 30-40 ans, voient bien qu'on est en train, depuis ces quelques dernières semaines, en train de revivre un peu les moments paroxysmiques, c'est-à-dire vraiment les plus hauts de sa crise et de sa perte de sang-froid. Quand vous trouvez qu'il y a des pétitions qui sont lancées, ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, l'édito de la revue El Jeish qui menace. Troisième signe, soi-disant des initiatives de partis politiques nouvellement créés ou anciennement créés qui lancent des initiatives. Et la répression, tous ces éléments-là, ce sont des indices très très forts pour indiquer que ce pouvoir ne croit plus qu'il est en mesure de conjurer et de maîtriser ce Hirak qui de plus en plus est légitime. Et donc il a peur, avec l'approche de l'échéance électorale du 12 juin, il a peur de revivre encore soit le 1er novembre, soit le 12 décembre de l'année dernière, les élections pour les présidentielles ou celles pour la Constitution. Et là, ça va être, je dirais, sa mort totale. Et donc là, ça va être la guerre entre eux. Donc c'est ça, c'est cette peur-là et qui fait que le pouvoir réagit de cette manière. Très bien. Merci beaucoup, Nordine Awsat, d'être avec nous dans cette émission, écrivain et académicien qui était avec nous depuis Paris. C'était la dernière fois. Donc, très rapide. Je tiens juste à exprimer ma haute indignation face à cette répression. Je suis bien sûr, je suis certain que ce pouvoir a une proportion à faire pire que ça. Mais déjà, cette répression qui s'abat, et ce monsieur Bourmad qui a été frappé
au visage, par des coups de poing, par des gifles, c'est indigne. Le Hirak, ça va le renforcer. Il va continuer, Inch'Allah. C'est le seul espoir que le peuple algérien a aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Et je vous merci à vous. Merci à vous, Nourdine Aoussar. Je reviens à vous, Farida Hamidi. Désolé, on a peut-être tardé un peu. Si on revient un peu sur cette situation sociale, la colère sociale, mais aussi la situation économique, des grèves, taux de chômage très élevés et aussi flambée des prix et pénurie de denrées de base, s'ajoute aussi cette profonde crise économique. On parle depuis presque quelques années, la chute des prix des hydrocarbures qui a compliqué encore la situation économique en Algérie. Où va notre pays face à cette situation chrysogène? De toute façon, c'était prévu. Un pays où les gens qui le gouvernent entre guillemets n'ont absolument pas développé un autre moyen économique pour développer le pays, et ils ont compté sur les revenus des hydrocarbures jusque-là. La pandémie du Covid qui a touché le monde entier, sans surprise, elle a touché l'Algérie aussi. Donc la chute des hydrocarbures, finalement. Donc avec tout ce qu'ils ont volé, parce que les revenus des hydrocarbures, normalement, ils auraient dû répondre ou en tout cas aux besoins du pays pendant cette période difficile, et prévoir une période justement de presque de convalescence pour revenir à une situation normale comme partout dans le monde, en tout cas dans les pays qui s'inquiètent à minima pour leur pays, pour les gouvernants, pardon. En Algérie, je ne peux pas, personne n'est à sa place en fait. Les compétences ne sont pas à leur place, et comme je disais tout à l'heure, l'appareil politique est complètement défaillant, il est dysfonctionnant. Je ne sais pas, on ne peut pas parler d'un appareil politique dans un pays où leur agenda est organisé sous forme de manipulation de l'opinion publique et répression, parce que quand on parle de ces problèmes sociaux-là, il ne faut pas oublier que d'un autre côté, les gens, ils sont dans la rue justement pour demander des libertés et des droits fondamentaux qui, par la suite, bien sûr, et ça aboutira justement, cette révolution, elle arrivera à bon port, tout ce dont on est en train de parler maintenant se mettra en place et sera plus ou moins réglé. L'espace-temps, effectivement, il sera un peu lent, mais en tout cas, la première chose, c'est qu'on se débarrasse de cette vermine, c'est qu'on se débarrasse de ces raclures. Je suis désolée d'utiliser ce langage-là, mais en fait, tous ceux qui pensent avoir un minimum de ces gens-là, ils se trompent, ils n'aiment personne. Il n'y a que leurs intérêts qui priment. Et ils ont emmené le pays vers le mur, les Haouya, justement pour leurs intérêts. Parce que des élections, quand on parle d'élections, vous avez le ministre de la Justice qui sort dans une déclaration très noble pour menacer les gens qui mettront à mal les élections de 20 ans de prison. Et ceux qui trichent, ou les awro l'intikhabat, vous voyez comment l'illégitimité, elle est inversée. Et donc, arriver à des élections, de toute façon, avec ou sans élections, c'est leurs élections, c'est pas les nôtres, c'est leurs élections. Et des élections où ils ont comme candidats, ils ont mis leurs enfants. Vous imaginez? En fait, l'Algérie est devenue warta, un héritage. Et ils nous disent, Farida, ils nous parlent de l'Algérie nouvelle, des pratiques nouvelles et tout ça. Et on se pose la question, elle est où cette Algérie nouvelle? Reste avec nous, Farida Hamidi. Je reviens à vous. Face donc à cette grogne sociale, on a vu bien sûr plusieurs secteurs qui étaient touchés par la grève. Mais aussi de l'autre côté, Tebboune a rassuré, si on peut dire,
les grévistes, les différents secteurs. Il a dit qu'il va engager un dialogue avec les différents partenaires sociaux afin d'améliorer la situation socio-professionnelle des employés du secteur. Mais quand on voit la déclaration, par exemple, du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui dit que la moralisation du service public passe par un diagnostic minutieux et objectif du phénomène de la corruption. On se pose vraiment la question, alors qu'il y a des personnes qui dénoncent la corruption dans leur secteur respectif, et ils sont emprisonnés, ils sont poursuivis en justice. Écoutez, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Ça fait très longtemps que ceux qui sont à la tête de l'Algérie, sans que le peuple leur ait demandé cela, ou bien les ait désignés, ont choisi un projet libéral en matière économique. Je rappellerai, parce qu'il ne faut pas que la mémoire, qu'on oublie un peu ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que les discours de celui qui était à la tête de l'État, Bouteflika, quand il a été intronisé en 99, avait dit dans ses différents discours que l'État ne peut pas vous donner de logement, l'État ne peut pas vous donner de travail, celui qui a une licence, il faut qu'il accepte d'être garçon de café. Donc le projet libéral a été clair de très longtemps. Simplement, ce qui a changé, c'est que la rente est venue cacher un peu tout ça. Et avec les émeutes, ils ont été obligés de distribuer un peu de la rente. Maintenant, ce qui se passe, je pense, il faut être clair que c'est une continuité, c'est un projet libéral qui continue. Mais cette fois-ci, qui continue, alors que là, de la pandémie qui a fait beaucoup de mal à des Algériens. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, on vous a perdu, je pense, 2-3 secondes. Allez-y, continuez. D'accord. Les méfaits de la pandémie qui est venu aussi ajouter beaucoup de malheur aux Algériens et aux Algériennes, surtout dans l'économie informelle. Donc tout ça s'est accumulé. Nous, ce qui parle maintenant, c'est les corporations qui peuvent plus ou moins se défendre. C'est des corporations à l'intérieur de la fonction publique. Mais en réalité, le mal est beaucoup plus grave à l'intérieur de la population algérienne. Il y a beaucoup qui souffrent d'une souffrance inouïe. Et ces gens-là, s'ils souffrent, un de ces jours, ça va éclater. Donc je pense que dès maintenant, les gens qui sortent dans le Hirak doivent être assez intelligents pour incorporer ces deux mondes sociaux de corporations différentes, mais doivent aussi, le Hirak doit être assez intelligent pour prendre en charge et incorporer la souffrance de ceux qui n'ont plus rien, qui ont désespéré. Et le désespoir peut nous mener à beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion. Est-ce que vous voulez dire, Khadoul Chouicha? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez dire que si on peut dire, ces demandes socio-professionnelles, ils doivent aller dans le sens de l'essentiel, si on peut dire, c'est la crise politique que vit notre pays. Pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné. Lorsqu'on parle des travailleurs de Nimilo Bijaya, qui ont été tous licenciés et qui se battent pour récupérer leur travail, c'est-à-dire récupérer leur salaire pour que leur famille vive. Donc, c'est des revendications sociales. Et ils ont déposé des plaintes, ils ont eu gain de cause dans 11 procès. Mais qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? Leur patron, c'est-à-dire le BLAC, refuse d'appliquer. Et pourquoi ils refusent d'appliquer? Parce que la justice n'est pas indépendante dans ce pays. Donc, c'est en ce sens où je dis, les revendications sociales ne peuvent que rejoindre les revendications d'un changement politique. Pourquoi? Parce que finalement, même nos amis de Nimilok se rendent compte qu'avec le même régime,
alors que certains juges leur ont donné raison, mais cette personne, l'oligarque, refuse d'appliquer et personne ne bouge. Donc, la solution à leur problème, qui est très grave parce qu'ils n'ont plus de salaire depuis plusieurs mois pour faire vivre la famille, la solution est claire. C'est une solution politique, un changement politique radical qui permet à la justice d'obliger quelqu'un qui a licencié un travailleur, quand la justice lui dit vous devez le réintégrer et avec des dommagements, il faut que ça soit fait. Mais actuellement, nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas de justice indépendante. C'est pourquoi je dis les demandes sociales qui sont légitimes. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de quoi faire manger sa famille de se taire. Elles sont légitimes, mais elles doivent intégrer le Hirak parce qu'elles se rejoignent. Finalement, elles se rejoignent. Elles ne sont pas. Certains essaient de faire en sorte qu'elles soient vues comme étant contradictoires, mais elles ne sont pas du tout contradictoires. C'est un tout qui se complète. Et la force sera d'autant plus grande lorsque les revendications sociales, lorsque les porteurs de revendications sociales rejoignent le Hirak et n'aient pas peur de dire on fait de la politique. Parce que beaucoup sont actuellement à dire non, nous ne faisons pas de la politique. Très bien. Très rapidement, il me reste 2 minutes. Falida Hamidi, donc je vous donne 1 minute à vous et 1 minute à Khadour Chouicha. Comment vous voyez le Hirak répondre à ces provocations, bien sûr, et aussi à ce communiqué qui dit pas son nom, si on peut dire, qui veut interdire indirectement donc les marches du Hirak. On a vu les violences, on a vu aussi les arrestations ces dernières semaines. Comment le Hirak doit répondre donc à ces provocations, Falida Hamid? Le Hirak, il a toujours répondu de manière pacifique, toujours collective, où on trouve en tout cas une issue, et finalement c'est eux qui se font avoir à chaque fois par cette intelligence collective et par ce pacifisme justement dans lequel cette révolution elle s'est définitivement désormais installée. Donc il faut continuer, de toute manière, c'est coûte que coûte avant de sortir le bayan. De toute manière, on a vu la répression. Le premier bayan, répression féroce les étudiants, qu'ils ont exercé sur les étudiants. En fait, c'est rendre légal, comme ils ont l'habitude, bien sûr, de trouver des subterfuges vicieux, justement. C'est de trouver une manière légale pour réprimer. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire, au lieu de trouver d'autres solutions et une autre issue à tout cela. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, je pense que c'est la dernière fois que je prends la parole. L'initiative, et je rejoins là-dessus Monsieur Khadour Chouicha sur toute la ligne, l'initiative qui amènera à tout le monde à bon port, c'est de rejoindre le Hirak, et c'est que toutes les revendications convergent vers le Hirak. On parle d'initiative politique quand il y aura de la politique dans ce pays, quand il y aura des gens qui ont été élus par la volonté du peuple, qui seront élus par un choix que le peuple aura fait. Et on fera de la politique quand ça sera à ce moment-là des gens légitimes qui seront au pouvoir. Très bien. Merci à vous, Falida Hamidi. À vous la parole, Khadour Chouicha. Je voulais dire, c'est que les gens, nos concitoyens et concitoyennes qui participent au Hirak savent qu'on ne peut plus faire demi-tour ou bien s'arrêter. Nous devons continuer, quelles que soient les circonstances. Nous allons passer par une étape un peu difficile, il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut se préparer à cela. Donc, il faut plus de solidarité à l'intérieur du Hirak. Mais ce que je voulais ajouter qui est très important, c'est qu'il faut que la diaspora algérienne qui se trouve à l'étranger comprenne que la question de la répression doit être portée au niveau international de façon beaucoup plus importante. C'est vrai qu'ils le font, on ne va pas nier ça, et on remercie tous les éléments de la diaspora algérienne. Mais nous allons traverser une époque un peu plus difficile, une période un peu plus difficile. Donc, il faut que toute la diaspora travaille et converge pour poser la question de la répression en Algérie, qui est devenue régulière, qui est devenue quotidienne, pour la poser au niveau international. C'est comme ça qu'elle va aider à soulager le Hirak algérien
pour qu'ils puissent avancer. Merci à vous, Qadoul Chouicha. Yatik Saha. Merci à Farida Hamidi qui était avec nous aussi. Merci à Maître Zoubida Assoul qui était avec nous et professeur Nordin Aoussat. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Montassar Abdouroun qui était prévu donc d'intervenir dans cette émission. Yatikoum Saha. Merci d'avoir suivi cette émission. Sahaf Turkoum. Bqaw ala khair.